Voici l'autoroute que vous connaissez. Avec ses fils bien ordonnés, camions d'un côté, voitures de l'autre. Et puis, il y a les troubles faits. Comme par exemple Bruno Di Maio, un des pionniers du Go Fast, c'est-à-dire le transport de drogue à très haute vitesse, gros calibre à portée de main. Ouais, je vais te dire, moi je me suis vu rouler avec 2 grenades dans la voiture et 2 calibres. À bord de ce bolide qui dépasse facilement les 200 km/h, Bruno Di Maio fait partie de ces nouveaux mercenaires de l'autoroute. Disons que quand tu as 700 kg dans le coffre et que tu es armé, tu n'as qu'un objectif, c'est foncer et arriver à destination. Tu ne peux pas t'arrêter. Quoi qu'il se passe, tu t'arrêtes pas, tu passes. Son ancien métier, Go Fast, a même inspiré un film. Pour alimenter les cités et les caches de drogue, aujourd'hui en provenance directe du Maroc, des tonnes de cannabis sont acheminées par des équipes liées au grand banditisme. Ils utilisent des grosses cylindrées sur autoroute tout va bien, t'inquiète. pour forcer les barrages de police. Arrête-toi! Freine! Freine! Bienvenue dans un monde à part. Sur les 8000 km d'autoroute française, un record en Europe. Professionnels de la route, touristes et même voyous, tout le monde s'y côtoie. Un monde clos qui commence aux barrières du péage. Un univers géré un peu à la Big Brother, avec des milliers de caméras, des lois particulières et pour les faire respecter, des unités spéciales de gendarmerie. Montagne, ville, frontières, l'autoroute ne s'arrête devant aucun obstacle. Et c'est dans ce monde bien organisé que de nouveaux aventuriers risquent leur vie tous les jours, et parfois la vôtre. Les fous de la vitesse, les dingues du volant, ils roulent au-delà des limites. Vous doublent, vous frôlent, à l'occasion de rallyes d'un nouveau genre, les gumballs. Objectif, jouer au pilote de course en plein trafic, au risque de perdre son permis et de payer de très lourdes amendes. Un cran en dessous, il y a aussi certains commerciaux, des VRP qui se jouent des radars et des limitations de vitesse pour faire du chiffre. S'il fallait que je roule en permanence à 130 km/h, on pourrait estimer peut-être une perte entre 10 et 15% de chiffre d'affaires. C'est pour ça que je me suis un peu équipé pour compenser un petit peu ce qui peut nous arriver au quotidien. Et enfin, les trafiquants de drogue qui se servent des autoroutes pour remonter leurs marchandises. Ces bandits de la route sont les plus redoutables. Pour le capitaine Chambody, avec ses hommes du peloton autoroutier de Valence sur l'autoroute du Sud. Donc on aura un contrôle de vitesse au 84. Ceux qui sont en patrouille banalisée, combien vous êtes? 1, 2, 3, 4. De l'autre côté de la barrière, il y a Eric et sa moto. Sous son blouson de cuir, un gilet jaune qu'il ne quitte jamais. Il fait partie des Saint-Bernard des autoroutes, les patrouilleurs. Mais lui et ses hommes interviennent dans des zones à haut risque, celles des autoroutes alpines avec ses tunnels et un trafic de poids lourds qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Notre enquête commence sur la côte basque à Biarritz. Paradis des surfeurs et des touristes, l'Espagne n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Principal axe pour le passage du cannabis en France, un nouveau cauchemar pour les gendarmes de l'autoroute. Fin de semaine, en gare de péage au sud de Biarritz, contrôle de stupéfiants. Vous allez voir, c'est une véritable hécatombe. Premier client, un habitué. On s'est pas déjà vu quelque part, non? Vous n'avez pas un souci à un pied? Vous me reconnaissez pas? Vous étiez avec votre beau-frère? Ouais. D'accord. Donc vous avez fumé, certainement pas il y a 3 jours. Vous m'ouvrez tout ça, s'il vous plaît. Là, par contre, on va faire passer le chien. Immédiatement, le chien flaire quelque chose d'anormal sous le siège passager, quelque chose d'étonnant. Vous l'avez acheté quand et où, ça? Et ça, je l'ai acheté en Espagne. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Des graines de cannabis. Et ce n'est pas tout, le chien est très excité. Il retourne dans la voiture. Toute la brigade cynophile passe le véhicule au peigne fin. C'est sur le tableau de bord devant votre volant, je pense que c'est à vous. Vous êtes le seul au volant? Oui.
celui-là parce que je pensais que j'en avais plus. Vous pensiez que vous en aviez plus? Alors ça, c'est posé sur votre tableau de bord quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas, Oui, c'est mais pas caché. Je jette pas des paquets de cigarettes par terre, donc il y a des poubelles. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, vous n'aviez pas fumé et vous n'aviez rien, d'accord? Ouais. Maintenant, on en est au point où vous avez fumé au moins hier soir et où on se retrouve avec et des graines de culture et un bout de résine de cannabis. Ouais, mais le bout de résine... L'évolution, c'est pas la même hein, jusque-là, d'accord? Ouais, non, mais... Le conducteur est emmené au poste pour passer un dépistage de stupéfiants. S'il a consommé il y a moins de 24 heures, il perdra son permis et devra payer une amende de 4 500 €. À côté des consommateurs occasionnels, les gendarmes tombent de plus en plus souvent sur des petits trafiquants aux alibis qui ne tiennent pas longtemps. Elle nous rejoint ce soir. Alors, votre tante, elle a un bar, Ouais. où ça? À Iron. Et elle vous donne les billets de 5 € pour que vous les remontiez vous? Ouais. Quel est l'intérêt? Je vous dis la vérité, on devait aller acheter quelque chose, mais on n'a pas trouvé la personne. Je vous dis franchement, Voilà. on devait acheter un morceau de chic, mais on l'a pas trouvé. Puis Et voilà. alors? Non, mais il faut leur dire, dis la vérité. Ouais, mais franchement, après, pour aller Faut finir dire en la garde à vue, vérité, pour rien. t'en as pas acheté. Vous n'avez pas dit que vous allez finir en garde à vue. On vous demande des explications. Non, non, Maintenant, j'ai un on devait, travail, acheter, tout, je on devait acheter un morceau de 100 grammes et on n'a pas trouvé la personne. Il nous a dit de repasser dans le coup. Dire la vérité, 7, à quoi ça 8, sert, 9, 54, 55, 56, 57, 58, 59 j'en ai. Donc ça c'est vos sous à vous et ceux-là alors ils sont à qui? Ah, c'est pas votre tante qui tient un bar à Iroun? Ouais, mais monsieur, franchement, vous croyez que je vais vous dire que je vais acheter du shit avec? Du liquide pour acheter du cannabis en Espagne, le gendarme ne s'est pas laissé Vous voir prendre. vos yeux vous? Regardez le soleil là-bas. C'est quand la dernière fois que vous avez fumé? Il y a une semaine comme ça. Mmh. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez votre nez qui s'allonge. Rien qu'en regardant vos yeux, je sais que c'est pas une semaine. Franchement, monsieur, j'ai C'était un quand? boulot là et tout, j'ai pas envie de le perdre. J'ai mon permis depuis pas longtemps. On va parler franchement, d'accord? Oui, franchement. Vous arrêtez pas de me dire franchement, alors on va parler franchement jusqu'au bout. Je veux savoir, La dernière fois que j'ai la fait. dernière fois, et je sais que c'était il n'y a pas une semaine, j'en suis sûr. Ouais, mais c'est pas aujourd'hui. Alors c'était quand? C'était hier? Voilà, hier quand? À 3 h de l'après-midi. Ok. Voilà, faut être franc. Ok, ça sert à rien de raconter n'importe quoi. Je viens d'avoir mon permis, je l'ai payé 1 300 €. On vous a pas dit qu'on vous allez vous retirer votre permis là. On vous demande quand est-ce que vous avez fumé du cannabis. Ne racontez pas de conneries, Non, ça mais sert à à chaque rien. fois, ça- Pour le moment, je vous Mais reconfie tant que ça. l'infraction n'a pas été commise, le jeune conducteur repart libre. Mais il y a parfois du plus lourd, de la cocaïne. Le chien fixe immédiatement un petit sachet. Et vous consommez souvent ce genre de matière là? Ça m'arrive d'en consommer, oui. C'est pour ça que je suis hospitalisé. Faire une analyse bien sûr, hein, pour savoir exactement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Monsieur nous dit que c'est un demi-gramme de Cocaïne. cocaïne. Donc on va faire la vérification pour savoir ce que c'est exactement. Le sac aussi du stupéfiant. Alors là on est toujours sur une détention de produits stupéfiants. Mais là par contre on est monté en gamme au niveau du produit, quoi. On n'est plus sur du cannabis ou ce qu'on appelle de l'herbe. Là on est sur de la drogue dure. Il risque un placement en garde à vue, saisie du produit. Le contrôle continue sur un monospace rempli de surfeurs. Une dizaine de jeunes alignés, le chien passe et bingo, il flaire encore une fois du cannabis. Consommateurs ou petits trafiquants, ils font partie de ces nouveaux aventuriers de l'autoroute dont le nombre a explosé ces dernières années. Pour les grosses prises, il faut aller au poste frontière d'Andaille de l'A63, quelques kilomètres plus au sud, entre la France et l'Espagne. Point de passage obligatoire pour des centaines de kilos de drogue, majoritairement cocaïne et cannabis. Normal, c'est la voie directe entre le Maroc et la France. Serge Roberti est chef douanier. Les trucs des passeurs, il les connaît, on appelle ça le flair du douanier. Alors apparemment, cette remorque est descendue il y a 3 semaines pour le Portugal. Et elle est restée, le chauffeur est resté au Portugal pendant ces 3 semaines. Pendant ce temps, la remorque est partie au Maroc, d'après ses dires. Et il revient à vide. Je trouve ça quand même assez bizarre. Je pense que ça va nécessiter un petit contrôle sérieux. Les douaniers peuvent tout faire à partir du moment où ils ont un doute. Démonter, examiner, fouiller, tout est permis. Et pour cause, les dealers ne manquent pas d'imagination dès qu'il s'agit de cacher de la drogue. On aurait très bien pu aussi trouver de la drogue, de l'alcool ou des cigarettes là-dessus. Des fois, ça paraît tellement peu évident que... Mais bon, là, il n'y a rien. Serge Roberti sait de quoi il parle. Il y a quelques mois, il est tombé sur un camion équipé d'un double fond qui s'ouvrait avec une télécommande. À l'intérieur, évidemment,
un beau chargement de drogue, plusieurs centaines de kilos de cannabis. Mais tout cela, c'est presque du passé. Aujourd'hui, les trafiquants ne font plus dans la dentelle, ils foncent dans le tas, c'est ce qu'on appelle les go-fast. Aujourd'hui, les go-fast ont remplacé une certaine partie du trafic de camions. Bon, un camion, vous lui faites aussi, on vous arrête de s'arrêter, il va s'arrêter sans problème. Le go-fast, vous lui faites aussi s'arrêter, il ne s'arrêtera jamais. Lui, il fonce. C'est son intérêt d'ailleurs, parce que s'il s'arrête, il est cuit, il ne s'en sort pas. Pour intercepter ces bandits d'un nouveau genre, les douaniers ne suffisent plus. Il faut faire appel à une brigade spécialisée. Démonstration, ils sont déguisés en faux péagers. Des policiers du groupe d'appui opérationnel, le GAO, l'élite de la brigade des stupes, ils font une reconstitution devant les politiques. Nous sommes tous en guerre contre la drogue, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, et nous sommes prêts à mettre tous les moyens. Le dossier est sensible, c'est toute l'Europe qui est concernée. La police, l'armée, la guerre contre la drogue commence dans le détroit de Gibraltar. Et sur notre territoire, elle se joue beaucoup sur les autoroutes. Pour tenter d'arrêter ces fameux go-fast, les stupes ont mis au point une stratégie adaptée aux voies rapides. À son quartier général, le grand patron de l'Office des stupéfiants, le divisionnaire Colombani. Il sait par où transitent les 3/4 de la drogue importée en France. Alors, la plupart des convois, comme on l'a constaté, passent par les autoroutes parce que c'est une voie qui est rapide, donc qui permet de livrer très rapidement la marchandise en un lieu donné. En 2008, on intercepte 5,5 tonnes de résine de cannabis par ce qu'on a appelé les go-fast. Les saisies totales de résine de cannabis en France ont été de 71 tonnes. Donc on a un peu moins de 10%. J'ai mis au point des techniques d'intervention sur ces go-fast, mais pour moi, ce n'est pas satisfaisant parce que c'est dangereux. Je le fais en dernier recours, vraiment si on ne peut pas faire autrement. C'est dangereux car les pilotes de go-fast sont lourdement armés et transportent des cargaisons énormes, jusqu'à 600 kg de drogue par voiture. Nous avons retrouvé un ancien go-fast, Bruno Di Maio. Un ex-bandit, il est passé par la case prison le temps d'écrire un livre. Au cœur du trafic, l'histoire vraie des go-fast. Grâce à son expérience, vous allez comprendre les risques que prennent ces pirates de l'autoroute. Et les policiers ont bien du fil à retordre. C'est un coup de pied dans une fourmilière. Quand ils arrêtent une équipe, il y en a encore 200 autres derrière. Donc comment voulez-vous qu'ils luttent contre ça? Il faudrait des effectifs de police énormes. Ils ne peuvent pas l'enrayer, c'est impossible. Nous sommes en Espagne. C'est dans cet hôtel de Gérone, près de Barcelone, qu'il avait l'habitude de rester des jours entiers en planque. Bruno va nous reconstituer le parcours type d'un go-fast. Rouler 2000 km en moins de 24 heures, chargé de plusieurs centaines de kilos de drogue entre la France et l'Espagne. Là, je suis en train de préparer le voyage, comme toute bonne personne bien organisée. C'est-à-dire, nous avons ici 6 téléphones. 6 téléphones portables avec des puces étrangères pour brouiller les pistes. Et au minimum 2 voitures, une ouvreuse qui s'assure que la voie est libre et la porteuse qui transporte la cargaison. La route, quand on l'a fait, on la connaît par cœur, on n'a plus besoin de carte. Mais quand vous avez un nouveau qui vient vous faire l'ouverture, c'est bien qu'il sache où passer, qu'il l'étudie et qu'il ne se plante pas. Parce que vous avez bonne mine si vous perdez votre ouvreuse ou si l'ouvreuse perd sa porteuse. Nous allons passer sur Granada, Murcia, Alicante, Valence. Sur la carte, les zones entourées en rouge sont les points de ravitaillement possibles. Un trajet que Bruno maîtrise parfaitement pour l'avoir fait des dizaines de fois. Il circule surtout la nuit à toute allure, au volant d'une grosse berline. Volé évidemment, mais maquillé de manière astucieuse, grâce à la technique de la doublette. Parce que si tu roules avec une voiture à ton nom et que tu transportes, tu ne vas pas aller loin. Donc la doublette, c'est très simple. On vient comme ici, on trouve une Audi A6 Quattro 3 litres TDI comme celle qu'on a là-bas. Et cette Audi, on relève la plaque d'immatriculation et on va refaire la même plaque. En clair, la voiture volée sera équipée de la plaque d'une voiture en règle. Comme ça, s'il y a un contrôle de police, effectivement, s'ils sont en train de regarder la voiture, cette voiture n'est pas déclarée volée, elle est tout à fait honnête. Ensuite, le plus dur reste à faire, et vous le verrez, c'est loin d'être une partie de plaisir.
C'est la nuit que les go-fast ont l'habitude de transporter la drogue, mais c'est aussi la nuit sur autoroute que les aventuriers de tout poil prennent le plus de risques. Et c'est dans ces moments-là que la BRI, la Brigade Rapide d'Intervention, réalise ses chasses les plus spectaculaires. Donc on démarre sur un 192 Mercedes, on va essayer de l'intercepter. Ils viennent de flasher une grosse berline à près de 200 km/h. Peut-être un go-fast. Pour en avoir le cœur net, les gendarmes mettent la gomme. On n'arrive pas à passer au-dessus de 50, il y aura du vent là. Voilà, donc là vous avez la vitesse. La voiture est vite rattrapée. Une puissante berline allemande avec 4 hommes à l'intérieur. Un go-fast potentiel. La personne en cours, donc déjà une rétention de son permis immédiate et une amende de 750 €, comme c'est un étranger, quoi. La tension retombe. Ce sont de simples touristes espagnols. Bonsoir. Vous parlez français, monsieur? Vous parlez français? Non, il parle pas français. 750 €. 750. 7, 5, 0. 50, 0. Et le permis va être retiré. Retiré, hein? Ouais. Interdit de conduire en France. Donc ça, on le garde. Voilà, et ça partira en Espagne. Il doit payer cash et son permis est retiré immédiatement. Une sanction sans appel pour les chauffards. Donc je reconnais circuler à une vitesse de 192 km/h enregistrée, soit une vitesse retenue. On abaisse la vitesse à 182 et la vitesse limitée sur l'autoroute c'est 130 km/h en France. Lecture faite, persiste et signe. Une signature ici, monsieur, s'il vous plaît. Une politique ferme pour pacifier la route contre les fous du volant, c'est un combat de tous les instants. À 2 pas de l'autoroute, un village pas comme les autres. Toutes ces maisons sont habitées par des gendarmes. Nous sommes avec le chef de l'escadron autoroutier de Valence, le capitaine Chambody. Et comme tous les midis, il rentre chez lui en compagnie de son adjoint, qui est aussi son voisin. Il vient retrouver sa femme, le temps de faire un petit break et de nous raconter sa vie d'aventure qui l'a menée jusqu'ici. Le Cambodge, le Kosovo, l'Afrique, Chambody a été sur plusieurs fronts. Et aujourd'hui, il est sur un combat d'un nouveau genre. Certains de ces hommes l'ont payé de leur vie. On a quand même un de nos gendarmes qui, au peloton d'autoroute de Malataverne, a été quand même particulièrement choqué par l'accident d'un camarade qui s'est tué en moto donc, il y a à peu près 2 ans, dramatiquement. Et donc c'est vrai que quand voilà, on est arrivé sur place, ça peut effectivement être difficile à accepter. Le travail sur la route, la sécurité routière, on est là pour sauver des vies. Et puis voilà, donc moi c'est ce que je répète à mes gendarmes, ils en sont convaincus. Dans cet univers où la vie ne tient qu'à un fil, Chambody est traumatisé par les carambolages en chaîne. Chaque année, c'est plus de 1300 accidents sur les autoroutes de France, soit 1 toutes les 6 heures, pour près de 200 morts, un chiffre qui baisse, mais qui reste encore trop élevé. L'un des points sensibles de l'autoroute, la bande d'arrêt d'urgence. Un véhicule en panne, c'est le risque de se faire percuter à tout moment. Pascal le sait bien, il est dépanneur depuis plus de 20 ans. C'est la première des règles. Ouais, rapide, sécurité. C'est les 2 règles à respecter, impératifs. Alors que la réparation n'est pas terminée, il reçoit un appel. Un accident vient de se produire juste à la sortie de l'autoroute. Il laisse ses hommes finir le travail pour se rendre immédiatement sur place. Mais avant, il doit changer de matériel, car cette fois-ci, il a affaire à un poids lourd. Sa spécialité, les cas extrêmes, les crashs de camions. Un camion est sorti de l'autoroute, ouais, il est tombé en contrebas, à 15 mètres en contrebas à peu près. En plus, d'après les renseignements, il aurait pris feu. Un semi-remorque a perdu le contrôle, il est tombé d'un pont et s'est écrasé dans un ravin. Un miracle, le camionneur est sorti vivant de cet accident. Et pour Pascal, extraire ce 38 tonnes du fossé, une mission à haut risque qu'il ne peut mener à bien qu'avec plusieurs tonnes de contrepoids et d'épais câbles en acier. La grosse difficulté, là, c'est de trouver des points d'attache qui vont résister, parce qu'en plus, le camion est brûlé et ça affaiblit pas mal de métal. Donc, là, il y a 20 mètres de câble. Si ça fouette, ça vous coupe une tête. Hein.
Tout le monde dégage. Là, ça va tirer un peu fort, à mon avis. Encore un peu là-bas. Pascal veut éviter une deuxième catastrophe, mais un imprévu vient troubler l'opération. Faut relâcher. Relâcher, c'est-à-dire laisser le camion dans le fossé. Elle a pété là. Bon là, la route, elle est en train de se casser la gueule. Le pont est en train de se fissurer. Il faut faire très vite avant que tout ne s'effondre. Non, doucement. Non, mais regarde, il est bloqué là, Chef d'orchestre de l'extrême, Pascal parvient à extirper les restes calcinés du véhicule. Ces accidents sont la bête noire des sociétés d'autoroutes alpines. Et pour comprendre comment elles tentent de les éviter, direction le PC Sécurité de la liaison Paris-Genève. Ces tunnels et ces cols de montagne, les autoroutes de l'extrême. Pour anticiper, des centaines de caméras vous scrutent, épient le moindre de vos mouvements. Subitement, le PC est en alerte. Une voiture en panne dans un tunnel, et c'est le risque que l'autoroute se transforme en enfer. Comment font-elles pour éviter le pire? Elles font appel au Saint-Bernard des autoroutes. Véhicule arrêté vers la sortie de l'Épine en voie sud, un véhicule en panne, une Clio. Oui, je te reçois. Ok, donc t'es parti là. Oui, centrale, on se rend pour le véhicule en panne dans l'Épine sud, reçu. Tunnel de l'Épine, 3200 mètres de long. Kamel et Sylvain sont les hommes en jaune. C'est l'unité 2038 qui doit venir au secours d'un automobiliste en panique au milieu du tunnel. La première règle, être visible de loin. La durée de vie pour un piéton dans un tunnel n'excède pas quelques minutes. Bonjour, on m'a signalé que vous étiez en panne. Oui, je suis en panne. Ouais. Alors déjà, première chose, il aurait fallu que vous mettiez votre gilet de sécurité. On va aller le mettre. On va vous pousser jusqu'à la sortie pour vous mettre en sécurité. Vous gardez le volant au point mort et vous enlevez le frein à main. Et vous laissez aller sur la bande d'arrêt d'urgence. Une opération délicate. C'est en courant que les agents routiers regagnent leur véhicule. On n'est pas à l'abri que la personne soit distraite par le téléphone. Et automatiquement, elle arrive un peu à se décaler sur la bande d'arrêt d'urgence et puis automatiquement, on se fait percuter. Quoi. Là, il y a danger de mort. Ça roule à 110 dans le tunnel. Donc, automatiquement, le choc peut être violent. Si c'est un camion, n'en parlons pas. Exactement au même endroit dans le même tunnel. Le suraccident a été évité de justesse. Dans un autre tunnel, ce ne fut pas la même histoire. Pour Kamel et Sylvain, mission accomplie sans accrochage. Mais dans la famille des patrouilleurs, certains y ont laissé leur peau. Chaque année, 100 véhicules percutés, 15 blessés et 2 morts. Quand on est patrouilleur, mieux vaut aimer le bitume. Eric travaille avec Sylvain et Kamel. Il est logé par son employeur dans un pavillon de 100 mètres carrés pour seulement 250 €. En fin de compte, une semaine par mois, qui démarre le vendredi soir après la fin de poste de l'équipe d'après-midi, nous appeler 24h/24 pour n'importe quel événement. En échange de cet avantage, Eric doit être disponible en permanence. Ce sont les astreintes. À peine 50 mètres séparent sa maison de son lieu de travail, pour être encore plus réactif. Sa journée commence à peine. Il part retrouver Sylvain et Kamel sur le terrain pour prendre la relève. Maintenant, on traverse. Un métier souvent mal compris, voire méprisé. Ça fait une demi-heure qu'on est ici, on se fait insulter toutes les 3 minutes.
Des feignants, quoi. Ça s'arrêtera là. C'est clair, ça m'est arrivé de mettre des baffes. Mais bon, j'avais la gendarmerie avec moi. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'était un contresens à Gare-Ivre. Alors il m'a agressé, j'ai été obligé de me défendre. Ah bah oui, il y a des dingues, c'est clair. L'autoroute ne pardonne pas. Sylvain est à quelques mois de la retraite. Il espère bien pouvoir en profiter. Retour sur l'autoroute A7, entre Lyon et Marseille. Lui, c'est l'adjudant-chef Valentin, au volant de sa Subaru. Une voiture sportive qui peut atteindre les 260 km/h. Équipée de 2 rétroviseurs pour limiter les angles morts. Pour coincer les chauffards, son copilote les traque à la jumelle. Valentin, lui, reste au volant, moteur allumé. Les gens, c'est vrai que dès qu'ils voient la Subaru partir derrière eux, en général, ils coupent, ils se rangent et ils nous attendent, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui veulent jouer un petit peu et puis qui essayent de garder un petit peu la distance. Et puis quand ils voient qu'on remonte sur eux, ils se rangent et ils nous attendent, quoi. Une voiture vient de passer à plus de 160 km/h. C'est parti pour une course-poursuite. Le démarrage est violent. C'est un break noir qu'il faut rattraper. Il faut faire attention aux autres véhicules, ne pas créer d'accident pendant la chasse. L'adjudant Valentin approche bientôt les 200 km/h. À cette vitesse, le moindre choc serait fatal. Les pilotes sont concentrés au maximum. On ne parle plus, ou alors juste pour se prévenir d'un danger. Le break est rattrapé. Direction une aire de repos pour les formalités d'usage. À côté, un autre client, un Espagnol flashé au volant de son bolide. Le conducteur ne veut pas être filmé car il prétend être une personnalité. Il tente de négocier, mais il doit payer sur le champ. Sinon, son véhicule sera immobilisé. 45 €. 45? Si. 40? Non, 45. Tu vois? Pas de problème pour ce VIP de la route qui n'oublie pas de nous saluer avant de démarrer. Les étrangers ne respectent pas tellement la réglementation. Le Français, on est sur son dos, alors il est obligé de plier. Là, il vient de vous dire « je vous emmerde ». Des gosses de riches qui transforment les autoroutes en terrain de jeu mortel, voilà l'un des nouveaux phénomènes qui inquiètent les gendarmes. On les appelle les gumballs. Le principe est simple, de grosses cylindrées vont le plus vite possible entre les automobilistes. Doubler à droite, à gauche, zigzaguer entre les poids lourds, plus de limite. Ces courses ont été inventées par un Anglais il y a 10 ans. On les trouve partout, en Europe mais aussi en France, comme ici, en banlieue parisienne. Des courses illégales qui ont déjà fait des morts. En 2007, 2 innocents l'ont payé de leur vie. Une Porsche a percuté à plus de 200 km/h la petite voiture de 2 retraités. Ils sont morts sur le coup. Les conducteurs du bolide, 2 Anglais, s'en sortent indemnes. Ils seront rattrapés par la police. Cette année, en 2009, à cause de ce drame, cette course n'aura pas lieu en Europe, mais aux États-Unis. Les gendarmes de la brigade du capitaine Chambody ont fait quelques jolies prises. Ils les ont immortalisées comme autant de trophées. Pour contrer ces malades de la vitesse, les membres de la brigade rapide d'intervention s'entraînent comme de vrais pilotes sur le mythique circuit des 24 heures du Mans. Nous retrouvons l'adjudant-chef Valentin. Aujourd'hui, il vient pour tester ses aptitudes à la conduite extrême. Un examen qu'il fait une fois par an. S'il échoue, il n'aura plus le droit de conduire les engins de la brigade. À côté de lui, un examinateur. Il note le moindre défaut du gendarme. Au bout de quelques tours de piste, le verdict tombe. C'est pas des grosses fautes techniques, il n'y a pas de grosses fautes techniques.
Par contre, il pourrait avoir un petit peu plus de vitesse d'entrée dans les virages lents, donc qu'il ait un freinage un petit peu plus dégressif. La position des mains sur le volant dans les virages serrés à travailler un petit peu, à parfaire un petit peu, et sinon il y a une bonne qualité de pilotage ce matin, donc il n'y a pas grand chose à travailler, quoi. Il fait partie des meilleurs pilotes, mais dans ce métier, il faut toujours repousser ses limites. Perfectionner ses techniques de freinage, c'est avoir une chance de s'en sortir en cas de carambolage. On simule qu'on est sur la route, donc tu maintiens ton allure, tu gardes l'allure et t'attends, et quand le feu s'allume, ok, voilà, lâche un peu, voilà. Stage concluant pour Valentin. Il pourra continuer à traquer les délinquants de la route, et parmi eux, certains VRP qui se croient au-dessus des lois. Comme Richard, il roule vite, mais selon lui, il affirme que ce n'est pas par plaisir. Nous sommes dans un petit village de Normandie. Il est 10 h du matin. Richard travaille déjà depuis 3 heures. Entre deux rendez-vous, il s'arrête pour avaler café sur café. Sa principale angoisse, se faire flasher. Il fait plus de 100 000 km par an et il risque tous les jours de perdre son permis. L'État est en train de s'équiper, donc il faut qu'on s'équipe, quoi. On est les professionnels de la route, on doit s'équiper en conséquence. En bon professionnel, il croit avoir trouvé l'arme absolue. Premier geste de Richard quand il entre dans sa voiture, brancher son avertisseur de radar, son atout pour rattraper le retard. On a passé déjà un peu plus de temps dans le premier rendez-vous. On est un peu décalé, je dirais un peu dans le timing, mais je pense qu'on doit pouvoir compenser sur l'autoroute. Ça sert un peu à ça aussi. Compenser, dans le jargon du VRP, c'est prendre de la vitesse. Grâce à son avertisseur de radar, il se permet de rouler à plus de 170 km/h. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour assurer tous ses rendez-vous et donc garder son permis. Dans mon contrat de travail, il est spécifié qu'au-delà de 3 mois de perte de permis, je peux être licencié pour faute professionnelle, quoi. Obligé par son patron de faire des centaines de kilomètres pour démarcher de nouveaux clients et surveillé sans cesse par les forces de l'ordre, Richard compte sur son petit boîtier qui bip pour lui rappeler de lever le pied. Voilà, donc là il y a un mobile qui a été signalé ce matin. Il a été signalé à 8 h 40. Il devait être là, derrière le pont, là. Il devait être signalé, voilà, il y a 50 mètres, 0 mètres, ils étaient là, sûrement à la jumelle. Aujourd'hui, le commercial ne conduit plus seul. Il fait partie d'une vaste communauté, un club où chacun à tour de rôle prévient les autres de la présence des radars. Donc là, à gauche, on a un radar là, qui est dans l'autre sens avec le nouvel appareil Hibou. Donc moi, je vais le signaler en sens opposé. J'ai précisé qu'il y a un radar dans le sens opposé pour les collègues. Les collègues, c'est-à-dire au moins 150 000 utilisateurs en France de cet avertisseur. Ce petit boîtier, il ne s'en est jamais autant vendu. Un business fleurissant qui joue sur la peur des gendarmes. Il y a même des magasins qui ne vendent que des anti-radars, comme celui de William, qui s'est engouffré dans la brèche il y a quelques mois à Paris, et cela en toute légalité. C'est des avertisseurs de radar, ce ne sont pas des détecteurs de radar, c'est légal. Ça fonctionne sur un principe de GPS. En fait, ce sont des cartes qui sont préfaites avec tous les emplacements des radars fixes, plus toutes les zones de mobile où justement ils sont souvent. Il y a plus évolué, mais c'est strictement interdit en France. Des détecteurs qui captent et brouillent les ondes émises par les radars des forces de l'ordre. L'arme fatale pour les intercepter, la moto banalisée des gendarmes. Elles se font discrètement dans le trafic. Et aujourd'hui, le motard semble avoir repéré quelque chose d'intriguant dans cette voiture. Monsieur, bonjour. Vous pouvez me donner l'appareil que vous aviez sur le tableau de bord? Donc ça, c'est un appareil légal pour vous? C'est un avertisseur, pas un Oui, un avertisseur, non. D'accord. Bon, alors je vais prendre le laser. Le conducteur fait mine de ne pas savoir, mais pour le gendarme, il n'y a pas de doute. Il va prouver que ce petit boîtier peut détecter n'importe quel radar en action. Test concluant, l'homme est alors emmené au PC de gendarmerie. Il risque gros. Ah, d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un détecteur de radar, c'est interdit, c'est une saisie. Et c'est une contravention de 5e classe qui passe au tribunal. Ah bon? Et moi je savais pas que c'était un machin comme ça. Coup de massue, tribunal, amende, le conducteur n'en revient pas. Donc là, c'est pour ça qu'on est en train de voir avec nos collègues là, qui ont la liste des appareils qui sont non homologués. Et après, on rédigera le procès verbal.
peux passer un coup de fil, là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Non, vous n'êtes pas en garde à vue non plus. La sanction, 1 500 € d'amende. Cet anti-radar était quasiment un outil indispensable pour ce commercial. Moi, je fais 80 000 bornes par an. J'ai plus que 6 points et j'y tiens. C'est pour mon boulot aussi. Ces arguments, le capitaine Chambody ne les supporte pas. C'est l'état d'esprit en fin de compte qui nous gêne un petit peu. C'est d'acheter ce genre d'appareil justement pour s'autoriser un petit peu de rouler vite et de faire n'importe quoi parce que c'est le cas. Donc l'appareil reste là. Voilà. Par contre, achetez-vous un homologué. Non, je crois que je vais pas en acheter du tout. Pardon. D'autres ont trouvé un moyen plus radical pour échapper au radar. Ils agissent la nuit sur des grosses cylindrées. Leur objectif, saboter les appareils de la gendarmerie. Ça ne leur prend que quelques secondes. Ces images ont été filmées par leurs propres soins. Pour ce sabotage, ils encourent des sanctions pénales et 7 500 € d'amende. En tout, plus de 600 radars sont ainsi vandalisés chaque année et un manque à gagner de plusieurs millions d'euros pour l'État. Retour avec Bruno Di Maio, l'ancien go-faster. Nous sommes en Espagne. Il continue de nous expliquer les techniques qu'il utilisait pour remonter la drogue sur autoroute. Des méthodes de commando. Si tu transportes 500 kg de shit ou 700, de la patate, comme on dit, de la première frappe, qui vaut une petite fortune dans les quartiers, et pour si peu que tu aies mis 10 kg de coke en plus, il y a des gros sous derrière, donc il faut protéger ta marchandise, et tu n'es pas à l'abri de te faire braquer par une autre équipe de voyous. Oui, je me suis vu donc faire des voyages surarmés, c'est-à-dire de 2 calibres et de grenades. Tu peux avoir besoin de jeter une grenade ou quoi pour leur faire comprendre que tu es lourdement armé et leur dire « suivez pas parce que là, il y a du danger pour vous ». Bruno ne manque pas d'expérience. Concentration et vigilance, chaque détail compte. C'est le prix pour rester en vie. C'est des voies à pas prendre, les voies en centre-ville. Mais je garde un espace pour m'échapper. On ne sait jamais. Si tu es poursuivi par les flics, si tu as toujours les yeux dans les rétros, si tu vois une voiture arriver un peu trop vite, foncer sur toi, tu as toujours la vitesse enclenchée et tu n'es pas à démarrer, à passer entre 2 véhicules. Il faut toujours garder une distance de sécurité, pas les scolos par choc, parce qu'après tu ne pourras plus sortir. La remontée va se faire en particulièrement sur des autoroutes. Tu vois là-bas déjà, je vois qu'il y a les flics. Plus loin, tu as le Mossos. Voilà, Mossos, là, ça tu les as partout en Espagne. Donc tu fais attention, toujours la ceinture, respecter les feux pour éviter de te faire remarquer. Tu vois, il y a les flics, on ne panique pas. Le Mossos d'Esquadra est partout. Hop, je garde toujours la distance de sécurité. De toute façon, avec le véhicule que j'ai en main, je peux m'échapper à tout moment, il va être difficile de me suivre. Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer. Mais si jamais je suis suivi, j'ai vite fait d'enquiller ici et de passer en force ici, vous voyez. Le moment le plus périlleux dans tout Go Fast, le ravitaillement en essence. C'est le seul instant où le véhicule est arrêté et où le trafiquant peut se faire coincer par les forces de l'ordre ou une bande rivale. Il faut toujours être prêt à s'échapper. Là, la voiture ouvreuse m'a dégagé le terrain, m'a fait le tour de la station, il est descendu, il m'a dit que c'était propre. Il me fait le plein, je reste au volant pour être prêt en 2 secondes à démarrer, à m'enfuir si jamais il y a un contrôle de police ou tout simplement si on est pris en flag. Souvent, on arrête les équipes quand ils se mettent à l'arrêt dans les stations essence comme ça de Go Fast. Ensuite, il faut passer la frontière. Si jamais il y a un barrage, on rentre immédiatement ici. Vous voyez, le barrage, il est de l'autre côté pour ceux qui rentrent. Si jamais il y a un barrage, on rentre ici, d'accord? On trouve une place, on se gare et on passe pas. Là, c'est libre, on en profite pour passer, d'accord? Voilà. Mais sinon, on se gare ici, on va dans les commerces derrière chercher des cigarettes, de l'alcool, le temps que ça se calme. Regardez, contrôle, on passe tranquillement. Il faut passer de l'autre côté. La petite cahute ici, il n'y a jamais personne. Enfin, quand ils y sont, on se demande à quoi ils servent. D'après Bruno, ce serait un jeu d'enfant. Mais certains ne sont pas du même avis. Enfin, quand ils y sont, on se demande à quoi ils servent. Des images qui choquent. Le chef de la brigade des stupéfiants est agacé. Bien sûr, on n'a pas la prétention d'arrêter tout le monde. Mais je crois que l'expression qu'employée par cette personne, bon, est un petit peu péjorative. On n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un gros flux. Bon, on le réduit pas mal, ce flux-là.
Les malfaiteurs connaissent exactement les points faibles dans leur dispositif. Ils nous parlent de la station essence. C'est sûr que pour des services de police, c'est toujours difficile d'intervenir sur des véhicules en mouvement. C'est aléatoire, c'est dangereux. On est sur des routes à grande circulation, des autoroutes, donc nous, on a quand même un impératif, c'est la sécurité. La sécurité de nos concitoyens, bien sûr. Est-ce que ça vaut la peine pour quelques centaines de kilos de cannabis de tuer une famille, quoi. D'ailleurs, même Bruno est tombé pour quelques grammes de cocaïne saisis dans sa voiture. Et aujourd'hui, l'Office des stupéfiants a identifié quasiment toutes les techniques de transport des go-fast. Pour éviter d'accumuler les problèmes sur son tronçon d'autoroute, le capitaine Chambody doit élargir son périmètre d'intervention. Ce soir-là, il cible les discothèques à proximité dont les clients pourraient se retrouver sur sa voie rapide après avoir trop bu. Il est loin de s'imaginer que cette opération de prévention allait prendre des proportions imprévues. Un souci, un véhicule qui fait demi-tour et que vous avez du mal à rattraper, pensez bien à passer en appel radio. Éventuellement les coordonnées, puis la direction par laquelle elle s'en va. Bonne chance à tous, de toute façon, couvrez-vous bien et puis moi je vais venir vous voir sur les postes. Allez, c'est parti, on y va. Il a mis au point un dispositif ultra complet. Ici au centre, on a le positionnement de l'établissement et tout autour, donc on a l'emplacement de nos postes. Voilà. Il y a 7 postes qui sont mis en place là, pour cette opération. Les premiers jeunes sont interpellés. L'adjudant Valentin est à la manœuvre. Petit contrôle de routine, tout semble bien se passer. La jeune femme fait l'alcotest, mais il y a un souci. Ça parle beaucoup, mais ça écoute pas beaucoup. Il y en a pour 2 minutes si vous mettez un petit peu de bonne volonté, quoi, d'accord? C'est pas dur. Mais non, vous n'écoutez rien. rien. Il y en a qui s'est pas arrêté, par exemple. Une Twingo vient de forcer le barrage. Balance-le la radio, là. Il faut la rattraper avant qu'elle ne s'engage sur l'autoroute. Sur les petites routes de campagne, la traque est difficile. Je vois pas de feu de voiture, je vois rien du tout. C'est pas ça. Donc ça veut dire que logiquement, entre les deux, il a disparu, quoi. On est parti un peu tard, quoi. Alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, ils reçoivent un appel d'une autre équipe. Apparemment, ils l'ont, la Twingo. La Twingo est en fait cachée dans un chemin de traverse. Et comme de plus en plus fréquemment, les gendarmes tombent sur un conducteur qui a un alibi en béton. Déjà, pourquoi je dépiste alors que je ne conduis pas, moi? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous conduisiez avant, monsieur, là? Ouais, c'est pas moi qui conduisais. Je souffle pas, c'est pas moi qui conduis. Vous avez été vu au volant, monsieur? Ouais, j'ai été vu avec toi. Par qui? Par nous, monsieur. Oui. Excusez-moi, je ne conduis pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Filmez-moi, faites ce que vous voulez. Maintenant, le gars, il est parti, je vous le dis. Et je le dis à votre collègue en plus. Ils m'ont vu sortir, ils ont vu pourquoi je sortais. Voilà. Maintenant, je vous dirai jamais c'est qui. Ah non, mais de toute manière, c'est pas c'est qui, monsieur. Et le permis de conduire, vous l'avez pas, là? J'en ai pas, moi. L'individu nie tout en bloc. D'après lui, c'est une tierce personne qui était au volant, mais elle se serait enfuie dans la nature. Pas de permis, refus d'obtempérer. A priori, le jeune homme risque gros. L'adjudant Valentin emmène le suspect pour une confrontation avec les gendarmes qui ont constaté le délit de fuite. Le suspect va retourner la situation à son avantage. Je suis dans mon droit de ne pas vous dire c'est qui. Voilà, parce que je ne vais pas délater les gens. C'est tout. Bah si, monsieur, vous êtes obligé de le dire. Maintenant, vous avez votre caméra, elle m'a filmé. Si elle a filmé que c'était moi qui conduisais, il n'y a pas de souci, je vous dis que c'est moi. Maintenant, moi, je sais que c'est pas moi qui conduisais. Et ma femme aussi, elle sait très bien que c'est pas moi. Il y avait une personne avec nous, et vos collègues qui nous ont interpellés, ils m'ont vu en plus. Sans preuve, les gendarmes sont un peu ennuyés. Je crois que c'était pas le conducteur. Je peux pas dire que c'est. Moi, je me souviens d'un polo rouge ou d'un truc, non? Chambody, appelé à la rescousse, estime que le doute profite au suspect. Il faut l'entendre, c'est tout. Vous le prenez un mot et puis voilà. Voilà, on l'entend, bien sûr. Mais bon, ça va pas donner grand-chose. Non, c'est sûr. L'affaire est donc mal engagée, d'autant que l'interpellé s'énerve de plus en plus. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, si vous avez une preuve que c'est moi qui conduis, voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est pas moi qui conduis. Écoutez, voilà. Calmez-vous. Nous, on est calme. C'est votre ami là qui me prend pour un menteur et je suis pas un menteur, moi. Moi, je suis un homme, monsieur. Voilà. Moi, je suis un homme, moi, et je mens pas, moi. Voilà, on m'a appris ça, moi. Voilà, malgré tout ce que j'ai fait dans ma vie, moi, on m'a appris à être un homme et à ne pas mentir. Bon, écoutez, arrêtez de discuter avec lui, discutez avec moi, c'est quoi que vous avez à faire. Moi, je parle avec le chef, de toute façon, je parle même pas avec lui, moi. Donc je vais vous entendre sur les faits. Vous allez me dire donc il y a une autre personne qui conduisait le véhicule. Je peux pas vous dire c'est qui, je dirai pas son nom. Je vais vous entendre. On va prendre une déclaration sur les faits. Par contre,
pour repartir, il faut appeler quelqu'un qui est... Non, mais il y a quelqu'un qui va venir, il n'y a pas de Voilà, souci, monsieur. quelqu'un qui n'ait pas bu d'alcool Il n'y a pas de souci, et qui ait le permis et qui vienne vous chercher. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites comme profession, monsieur? Aucune. Aucune. Vous êtes quoi, étudiant? Vous êtes... non? Non, rien, je suis RNiste. Je suis en prison. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Les paroles d'homme, chef. Hein. Je vous le jure, hein. Sur la tête de la mer, c'est pas moi qui conduis. Je vous le jure. L'interpellé est donc relâché. L'adjudant fait preuve de souplesse. En fait, il n'a pas vraiment le choix. Il est 4 h du matin. Le capitaine s'apprête à rentrer chez lui quand il reçoit un appel en urgence. Une cinquantaine de véhicules et une centaine de personnes en cours de rame. J'aurais besoin de votre aide sur le site, enfin dans l'agglomération de Savonnier. Oui, je vous ai reçu, hein, je vais voir ce que je peux vous envoyer comme effectif. Hein. Des centaines de fêtards qu'il faut à tout prix bloquer. À quelques kilomètres de l'autoroute, une rave partie en pleine forêt. Le capitaine Chambody vient en renfort pour faire le ménage. Une centaine de jeunes, quelques kilos de son, mais la situation est plus délicate qu'il n'y paraît. Une pauvre teuf. Il y a 100 personnes. 50 personnes. Arrêtez de faire les cow-boys là. 50 personnes, file-moi pas là. On est où là? Arrête de filmer. Les gendarmes vont tenter de faire passer leur message. Mais tout le monde n'est pas du même avis. La majorité des gens qui sont alcoolisés sur le site ne peuvent pas conduire, donc ils vont passer la nuit là, je pense. Hein. Ça vous Par dérange contre, pas, ouais. ça me dérangerait qu'il arrive quelque chose sur la route. On est d'accord, on est d'accord. Donc il faudrait que les véhicules sonos puissent évacuer les premiers. Ah, taisez-vous là! Allez, ça marche. Tuer sur la route, je crois. Quand on sera tous morts, ils seront contents. Voilà. Et je vais pas demander à ce que vous repreniez la route. Oui, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Ben voilà, vous restez là dans vos voitures. Éviter que les jeunes reprennent la route et provoquent des accidents. Mais la situation peut déraper à tout moment. Notre caméra est prise à partie. Ma vie, allez vous faire. Le ton monte entre les jeunes et les gendarmes. Ouais, mais vous appliquez des textes débiles. Ah mais c'est pas nous qui les faisons. Eh ben, Les insultes fusent. soumis à l'État, quoi. La confrontation tourne au vinaigre. Je suis né sur cette terre. J'ai pas dans ma terre, non. C'est une voiture à qui ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas les. Ouais, je suis né sur cette terre là. Tu vois là, tu vois. On est des jeunes, on fait la fête, on n'a pas le droit. À l'écart, le capitaine Chambody tente à nouveau de relativiser. C'est toujours un petit peu tendu dans ce genre de situation, il faut les comprendre. Quelque part, on leur coupe un petit peu leur fête, leur amusement, leur plaisir. Donc voilà, on le sait bien. Bon, c'était un peu tendu, mais malgré tout, ça n'a jamais été au-delà. Hein, c'était pas excessif non plus. Ah non, j'ai pas encore. Eh ben voilà, c'est très bien. Avant de partir, on leur donne des éthylotests pour qu'ils sachent s'ils sont en état de reprendre la route. Passez une bonne soirée. La nuit sur l'autoroute, c'est un autre monde. Celui des voyous, des maraudeurs et autres délinquants. Leur cible principale, les stations-service sur les aires d'autoroute. Les gendarmes le savent bien, c'est pourquoi tous les soirs ils font leur ronde et recueillent auprès des employés les dernières infractions. Ça commence par ceux qui partent sans payer l'essence. Pas de filouterie aujourd'hui? Ça fait à peu près tous les 2 jours, quoi dire. Ouais. Et ceux qui partent sans payer sont rattrapés assez vite. Par qui? Mais par la gendarmerie. Donc dès qu'il y a une filouterie, dès qu'une personne part sans payer le carburant, ils nous contactent. Et avec la plaque d'immatriculation, donc déjà on identifie tout de suite le véhicule. Identifier le véhicule et donc le retrouver, rien de plus facile grâce aux batteries de caméra qui filment le moindre mouvement aux pompes. Mais pour le caissier, pas question pour autant de jouer au héros. Bon, mais le carton, des fois, vous êtes obligé de laisser passer, parce que si vous êtes une quinzaine, vous êtes tout seul dedans, vous ne pouvez pas prendre un coup de matraque pour un truc à 3 €, hein, c'est sûr. Des trucs à 3 €, comme ces Spider-Man. 1, puis 2, puis 3, un fan n'a pu s'empêcher de vider la vitrine. Au total, une dizaine de poupées disparaissent dans le blouson de l'individu en quelques secondes. Cette fois-ci, c'est un téléviseur dans un carton qui intéresse le client.
Il attend que le caissier fasse un tour et s'empresse de dérober le téléviseur à la volée. Il y a aussi ceux qui payent avec de la fausse monnaie. Regardez bien ces images. Deux hommes font leurs courses dans une station-service. Au moment de payer, ils tendent 100 €. Un faux. L'employé ne se fera pas berner et confisque le faux billet sous les yeux inquiets des deux clients. Ils seront plus tard identifiés et interpellés par les gendarmes. Voilà le quotidien des responsables de stations-service. Un quotidien que tentent de pacifier les équipes de gendarmes des pelotons autoroutiers. La surveillance des autoroutes, elle se fait également du ciel, même en pleine nuit. Un dispositif d'une autre ampleur a été mis en place, car l'un des problèmes majeurs des aires d'autoroute, c'est le vol de fret. Et pour cela, les gendarmes ont sorti les gros moyens. À bord d'un hélicoptère équipé d'un projecteur ultra puissant, ils patrouillent autour de l'autoroute. Donc, camarades de gitans, les gueules sont sous les verrous en Espagne en ce moment. Il y a 2 bandes qui ont été en Espagne, à Barcelone. 2 bandes viennent d'être interceptées, mais il faut rester vigilant. La patrouille vient de repérer un véhicule suspect près des camions. Elle semble s'intéresser au chargement des poids lourds. La présence de l'hélicoptère est dissuasive. La voiture s'éloigne rapidement. À terre, les forces de l'ordre s'assurent que rien n'a été volé. Une porte ouverte, mais pour une bonne raison. Donc quand les poids lourds sont vides de cargaison, les chauffeurs ont pris l'habitude de laisser ouvert la remorque pour montrer qu'il n'y a rien à voler et éviter toute dégradation inutile. Pour éviter de se faire dégrader inutilement le véhicule, ils ouvrent les portes. Il y a 6 mois, ici même, une dizaine d'hommes ont été arrêtés. 6 mois, c'est le temps qu'il faut pour qu'une nouvelle bande se reforme et plonge tout un tronçon autoroutier dans l'insécurité. Selon les derniers chiffres en France, plus de 1500 poids lourds se font dévaliser chaque année sur les aires de repos. Écoutez, on est parti à 3 h du matin, voilà, il va être bientôt 7 h. Ouais, voilà, c'est notre lot quotidien. On a l'habitude, c'est pas tous les jours comme ça, je vous rassure. Voilà. Et puis moi, je suis de permanence, donc bon, j'espère qu'il se passera rien, mais s'il se passe quelque chose, c'est pas grave, je sortirai. C'est pas gênant. La nuit se termine. L'équipe du capitaine va pouvoir aller se reposer quelques heures seulement, car les nouveaux aventuriers de l'autoroute ne s'arrêtent jamais.